Peu de gens le savent au premier abord, mais ce joyau de l'architecture du XVIe siècle passe pour être hanté. En effet, dans les environs, circulent encore les récits des mystérieuses apparitions d'un fantôme appelé la Dame Verte. Même à peu près voit sa tête, elle n'a pas l'air aimable. Madame de Chavagnac, actuelle propriétaire. Elle n'a pas l'air commode. Mais la vie d'Éléonore se termine tragiquement. Un jour, son mari, donc le duc du Lude, revient et il la trouve avec un homme, une chambre ici. On ne sait pas ce qu'est devenu l'amant, mais en tout cas, le lendemain, la Dame Verte, on l'a retrouvée dans les temps, avec son écharpe verte. Et depuis, la Dame Verte rôde. La légende dit que si des jeunes mariés passent leur nuit de noces dans la chambre de la Dame Verte, elle apparaîtrait. Alors autant vous dire que lorsque je me suis mariée, tout le monde disait est-ce qu'ils vont passer leur nuit de noces dans la chambre de la Dame Verte. Même si moi je crois pas trop aux fantômes, j'ai pas passé ma nuit de noces dans la chambre de la Dame Verte. On n'avait pas envie d'avoir quelqu'un qui nous surprenne. En 25 ans, vous ne l'avez jamais vue. Je ne les ai jamais vus. En revanche, il y a des portes qui claquent et des parquets qui grincent. Et des choses étranges. Moi vraiment j'ai entendu un jour, j'étais dans le salon et j'ai vraiment entendu un énorme boom, comme un câble qui tombe, monte, et il n'y avait rien. La légende de la Dame Verte. Au Moyen-Âge, Mésanger était divisé en deux fiefs. Sous la souveraineté des seigneurs de Sainte-Suzanne, le seigneur de Mésanger proprement dit, dont le château se trouvait à proximité de l'église, était maître des eaux. Le seigneur du Rocher, quant à lui, était maître des forêts. Les deux seigneuries furent réunies le 14 juin 1498, lorsque le seigneur de Mésanger vendit sa terre à Jean de Bouillé, nouveau seigneur du Rocher. En 1624, René de Bouillé obtient de René de la Varenne, héritier de Guillaume Fouquet de la Varenne, la seigneurie pleine et entière de Mésanger. Le premier seigneur du Rocher connu s'appelait Guillaume de Mésanger. Il est mentionné dans un document de 1282. Le domaine passa ensuite à Guillaume de Fublé. Le château aurait conservé des XIIIe et XIVe siècles des caves voûtées et des murs très épais. En 1398, le domaine appartenait à Charles le maire, qui fit édifier les deux bâtiments en équerre du logis et 3 tours du côté de l'étang. Il s'arrêtait alors, côté cour, à la tour circulaire.
Vers 1475, la famille Lemaire ajouta une tour d'escalier hors œuvre et perça des ouvertures alignées et symétriques surmontées par des lucarnes très ornées. Le château était entouré de douves et fermé par des murailles. L'accès se faisait par un pont-levis situé du côté de la ferme. On peut encore le deviner sur le cadastre de 1835. Il n'existait aucune ouverture vers le village et à la place du parc se trouvait une forêt. En 1488, l'héritière de la famille Lemaire épousa Jean de Bouillé. Entre 1510 et 1540, François de Bouillé, héritier de Jean de Bouillé, et son épouse Marguerite de la Jaille entreprirent les travaux qui firent la renommée du château. L'édification de la chapelle Sainte-Catherine et de la galerie permettant de la relier au corps de logis. Grand fauconnier de François Ier, François de Bouillé avait accompagné le roi en Italie et rencontré à la cour les premiers architectes et peintres venus de la péninsule. À l'époque moderne, les Bouillé étaient l'une des plus importantes familles aristocratiques du bas Maine. Ils étaient établis à Torcé-Vivier en Charny, mais avaient progressivement étendu leurs terres en profitant notamment de la vente d'une partie de la seigneurie de Sainte-Suzanne par le futur roi Henri IV à la fin du XVIe siècle pour solder ses dettes. La galerie fut réalisée à partir de 1535 pour relier le logis à la chapelle. François de Bouillé fit reconstruire totalement l'aile du logis en mordant légèrement sur la tour d'escalier. Le choix d'une reconstruction partielle et non d'un plaçage de décor sur un édifice déjà existant constitue la nouveauté de cette construction par rapport au premier bâtiment Renaissance du bas Maine. La galerie s'organise sur 4 niveaux. Le rez-de-chaussée est un passage ouvert sur l'extérieur. Les colonnes portent des arcs à la courbe très aplatie en anse de panier. À cause de ces arcs, ce rez-de-chaussée est souvent comparé à l'aile Louis XII du château de Blois. L'alternance de fenêtres et de demi-fenêtres au premier étage permet d'animer la façade en créant un rythme. Elles étaient dotées de meneaux, disparus au XVIIIe siècle. Les fenêtres larges s'inscrivent dans 2 travées en légère saillie, encadrées de pilastres s'élevant du premier au 2e étage. Ces travées sont elles-mêmes surmontées de lucarnes couronnées par des frontons très ornés et encadrés par des arcs-boutants en forme élancée et gracieuse. Les lignes verticales dominent sur la façade de la galerie. Cette verticalité est propre à la Renaissance française, alors que les édifices de la Renaissance italienne privilégient l'horizontalité ou l'harmonie entre les lignes verticales et horizontales. La sobriété et les figures géométriques du décor soulignent les éléments principaux de l'architecture. Les rinceaux végétaux entre le rez-de-chaussée et le premier étage mettent l'accent sur les fenêtres des travées. Les fenêtres latérales et centrales ont un décor plus simple mais chaque fois différent. Au-dessus d'elles, des trophées avec armes de guerre et de chasse rappellent la fonction de François de Bouillé au service du roi. Les armes des Bouillé se trouvent dans des médaillons, de part et d'autre de la fenêtre du 2e étage de la travée gauche. La galerie est entièrement construite en pierre de taille de granit. On raconte que la carrière d'où les blocs ont été extraits se trouvait à la place de l'étang. Le granit est très dur à tailler et encore plus à sculpter, ce qui donne généralement un résultat assez grossier. Rien de cela ici où tout n'est que finesse et élégance. On peut donc se demander quel est le nom de l'architecte.
Les auteurs anciens mettent en avant des similitudes avec l'hôtel d'Esconville à Caen, construit dans les années 1530. La cour intérieure de cet hôtel particulier, attribué à Blaise le Prestre, possède un corps de logis couronné d'une lucarne semblable à celle de Mésanger. On sait d'autre part que François de Bouillé possédait des terres en Normandie, à Chanteloup et à Créance. Le château du Rocher est resté dans la famille de Bouillé jusqu'en 1665, année où Éléonore de Bouillé le vendit au mari de sa belle-sœur, Jean-Baptiste Roquelaure. Ce dernier fit percer des ouvertures dans la façade donnant sur l'étang. En 1728, le domaine fut à nouveau vendu à Benoît Hénard, maître des eaux et forêts de la généralité de Tours, qui agrandit le corps de logis d'un pavillon doté d'un fronton et orné au centre d'une niche abritant une statue. Il construisit une seconde tourelle pour aménager une nouvelle entrée et surtout transforma radicalement les extérieurs. Les murs d'enceinte et le pont-levis furent détruits, les douves comblées, l'étang agrandi. Il fit raser une partie de la forêt pour aménager un jardin à la française et créa l'allée menant du village au château. Au XIXe siècle, le jardin à la française fut remplacé par un parc à l'anglaise conçu par les frères Buller, paysagistes anglais qui ont conçu le parc de la Tête d'Or à Lyon et le parc du Tabor à Rennes. Le château passa ensuite à la famille du Plessis d'Argentré au Gonidec de Tressan, au comte de Beaucaire, puis à la comtesse de Coisnon et enfin en 1931 à la famille de Chavagnac, actuelle propriétaire des lieux. Celle-ci a fait classer l'édifice monument historique en 1963. Personnage historique, Éléonore de Bouillé est également l'héroïne d'un certain nombre de récits illustrant son caractère cruel. Sa vie est devenue l'objet d'une légende connue sous le nom de la légende de la Dame Verte. Cette légende est également attachée au château de Bouillé, à Torcé-Vivier en Charny. Chasseresse passionnée, elle n'hésita pas à pénétrer à cheval dans l'église de l'abbaye d'Étival en Charny. Un jour, elle tomba de cheval au moment même où elle rencontrait son garde-chasse. Le malheureux fut aussitôt mis à mort, afin, confia-t-elle à son médecin qui l'accompagnait, qu'il n'aille pas raconter à tout le voisinage qu'il avait pu entrevoir les dessous de la duchesse de Bouillé. Elle commit bien d'autres méfaits, notamment le meurtre d'un couturier qui avait eu la malchance de lui déplaire. Il la rencontra un jour dans un champ et elle le frappa avec le manche d'un fouet à chien jusqu'à ce que mort s'ensuive. Éprouvant tout de même un peu de remords à la suite de cet acte, elle le fit enterrer dans l'une de ses terres et interdit de la labourer à l'avenir. Elle fit aussi attacher ensemble un homme et un bœuf en défendant de les nourrir et de leur donner à boire dans le but de voir lequel des deux mourrait en premier. La duchesse avait un caractère effroyable, mais il était possible de la berner. Elle voulut un jour confondre un braconneur qui lui volait régulièrement des lapins en lui demandant d'en fricasser un. Elle pensait que son habileté à le cuisiner prouverait qu'il en mangeait régulièrement. Le braconneur alla chercher le plus gros lapin du clapier qu'il mit dans une poêle avec du beurre et sur un grand feu. Il servit à la duchesse le ragoût avec la peau, les boyaux et les os. En voyant la préparation, Éléonore de Bouillé refusa d'y goûter et fut rassurée sur le sort de ses clapiers. Elle fut aussi l'héroïne d'une anecdote assez cocasse. Alors qu'elle chevauchait, elle s'élança au galop dans un petit sentier et resta accrochée par les cheveux aux branches d'un arbre tandis que sa monture poursuivait sa course. Elle ne fut délivrée que le soir par des voisins qui s'inquiétaient de son absence. On dit que depuis sa mort, elle revient hanter les souterrains de la tour du trésor du château de Bouillé ainsi que le château du Rocher.
D'après les rumeurs, elle fut retrouvée noyée dans l'étang du rocher à la suite d'une histoire de coucherie. Son corps portait une écharpe de couleur verte, peut-être la base de la fameuse légende. Depuis, la Dame Verte se baladerait de temps en temps dans les couloirs des châteaux du Rocher et de Bouillé. À Mésanger, elle apparaîtrait aux couples qui passent leur nuit de noces dans la chambre qui porte son nom. Un texte datant du XIXe siècle évoque également des présences dans d'autres pièces de l'édifice. Le revenant se manifesterait les soirs de pleine lune, aux alentours de minuit, en agitant ses chaînes dans les caves du château, avant de gagner le parc, sur les lieux de ses anciens méfaits. Recluse dans son domaine de la Muette, au cœur de la forêt de Charny, Éléonore de Bouillé finit par mourir abandonnée de tous en 1681. Depuis, il est dit que son âme, 100 fois maudite, revient périodiquement hanter son château du Rocher. Cependant, que les plus sensibles d'entre vous se rassurent, la Dame Verte ne s'est plus manifestée depuis 1930. S'est-elle définitivement affranchie de son purgatoire ? Ou attend-elle votre venue prochaine dans le parc du château pour réapparaître ? Bonjour les amis, j'espère que cette petite vidéo, ce nouveau format vous a fait plaisir. Et puis voilà, je fais des petits essais encore, j'essaie de m'améliorer. Voilà, j'étais très touché par cette histoire, c'est une très grande lignée en fait, qui touche des personnalités qui représentent vraiment l'histoire de France. Et j'ai trouvé adorable la légende de la Dame Verte, dans le sens où ça reste une légende bien entendu, mais ça va bien avec le lieu, avec l'histoire du château, l'histoire de Mésanger et tout ce qui est autour. Parce que je ne pouvais pas, pour ce format, grossir la chose, sinon il faudrait faire un documentaire d'1 heure. Mais il faut savoir que Mésanger, il s'est passé des choses incroyables dans cette commune, donc dans l'histoire hein, bien sûr. Donc c'est très intéressant d'avoir étudié un peu tout ce monde-là, un endroit en plus que je ne connaissais pas vraiment parce que j'y suis jamais allé. Et du coup je suis rentré un peu dans l'histoire de France, de cette petite partie de la France en fait on va dire. Donc voilà, il faut savoir aussi que Éléonore de Bouillé était très mais alors immensément riche et qu'elle avait même le droit d'accès à la cour et qu'elle n'y allait jamais. Elle a dû y aller 2-3 fois comme ça pour faire acte de présence, mais en fait elle passait ses journées entières sur son cheval à la chasse. Et moi ça m'a touché quoi. Une femme qui au lieu d'être dans les grands salons auprès du roi ou auprès de toutes les personnalités qui côtoyaient le roi, préférait être sur ses terres à chasser à longueur de journée. Ça c'est assez incroyable je trouve pour l'époque quoi. C'était un peu une femme guerrière. Alors je me suis dit que cette histoire, je me suis dit, elle devait être racontée parce que moi personnellement je trouve ça très touchant et j'ai été touché. Alors voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'essaierai de trouver une nouvelle histoire pour continuer cette série. Je recherche toujours des choses un peu différentes de ce qui se fait déjà. Donc j'espère que dans ma mémoire j'ai quelques petites choses en réserve. J'espère que je vais pouvoir continuer à avancer, à partager de personnages
Et j'en connais quelques-unes, surtout en Vendée, qui est mon pays de naissance, donc là-bas il y a ce qu'il faut. Bon ben voilà, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos, mettez des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo, mettez des commentaires si vous avez des avis ou des connaissances sur le sujet, n'hésitez pas, ou juste pour simplement me dire merci. Et puis sinon, autrement, je vous embrasse très fort les amis, et puis je vous dis à très très vite pour un prochain épisode. Mais il y a encore plein de choses à venir sur la chaîne, donc vous inquiétez pas, on va vite se retrouver. Allez, je vous embrasse. Ciao ciao, bisous.